Estelle, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS. Vous connaissez bien l'histoire des solidarités et l'histoire des politiques publiques en lien avec la solidarité, mais aussi des mouvements qui se sont mobilisés tout au long du XXe siècle. Et la première question qu'on avait envie de vous poser, c'est vous, quand vous vous êtes plongé dans cette histoire de notre réseau, qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors peut-être que ce qui est le plus saillant dans votre histoire, c'est l'identité polyvalente et le fait que vous êtes des passeurs entre des univers et des approches. Vous êtes des passeurs parce que c'est l'histoire d'une articulation d'échelle. C'est quand même un modèle étranger, anglo-saxon, les settlements, qui a inventé sa déclinaison nationale française. C'est un traitement de la question sociale nationale qui veut être traité résolument par une approche locale. C'est une volonté d'agir à la fois sur l'individu singulier et sur l'ensemble de la famille. Donc c'est une articulation. Mais c'est aussi un rôle de passeur, de passerelle entre univers. Vous êtes né d'une matrice confessionnelle, il y avait énormément de catholiques et plus encore de protestants au début, et puis vous avez glissé vers une neutralité idéologique parce qu'on ne fait pas de prosélytisme et on est ouvert à tous. Vous avez aussi fait des ponts entre le social, qui est votre approche originelle, aller au sein des classes populaires, ne pas faire pour elles, mais faire avec elles, et le sanitaire, parce qu'il y avait beaucoup d'actions sous forme de dispensaires, de lutte contre l'alcoolisme, la tempérance, on appelait ça, la protection maternelle et infantile, etc. Et puis vous avez aussi articulé le social avec le culturel, l'animation, voire avec l'éducation spécialisée. Donc en fait, vous êtes parvenu à articuler les trois grandes branches constitutives du travail social et à articuler le catégoriel et l'action globale. Vous êtes aussi métissé avec l'éducation populaire et avec l'économie sociale et solidaire. Et enfin, peut-être, et là, c'est à la fois une complémentarité et des formes de tension, votre histoire, elle est complètement liée à celle du travail social. Et donc, vous avez dû articuler le bénévolat, le militantisme, la professionnalisation. Vous avez aussi dû articuler la volonté de concorde entre les classes sociales, qui était le projet originel, la concorde entre le monde ouvrier et les autres classes dirigeantes, et la séduction d'actions petit à petit plus politiques ou plus subversives, et notamment pendant les 30 Glorieuses, on voit les centres sociaux glisser vers le communisme, la nouvelle gauche, etc. Et parce que vous vouliez en fait l'émancipation du monde populaire et la modernisation de l'ordre social. Et donc, entre concorde entre les classes et modernisation et subversion, il y a pu y avoir des tiraillements qui sont aussi ceux de votre positionnement entre l'indépendance par rapport au pouvoir public et au moins la volonté de pouvoir dire non et la réalité de la dépendance financière, voire statutaire. Donc en fait, voilà, vous êtes à la fois indépendant et des relais, voire des créations des pouvoirs publics. Vous êtes à la fois une mise en œuvre de la liberté, de l'empowerment de la société civile et en même temps une forme finalement institutionnalisée de l'action sociale, et ça n'est sans doute pas très facile tous les jours à articuler au quotidien, mais c'est pourtant une vraie richesse. Merci. On voit bien déjà à travers ce propos, vous employez le terme de métissage notamment, et j'avais envie de le reprendre. On voit que notre réseau il est aussi au métissage entre des initiatives privées, émergentes au fur et à mesure des années, et ces politiques publiques avec lesquelles on est en relation depuis le début. D'ailleurs, on peut dire qu'on a contribué à créer la politique d'animation de la vie sociale à un moment donné. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette relation, de ce rapport entre société civile et pouvoir public dans la construction des politiques sociales tout au cours de ce XXe siècle? Oui, alors c'est vrai que en fait, cette question de la relation au pouvoir public, elle interroge aujourd'hui l'ensemble des associations et pas seulement les centres sociaux. La vraie question, c'est même en fait jusqu'où faut accepter les subventions et les contractualisations, jusqu'à quel moment c'est bénéfique parce que nécessaire à l'action, et à partir de quel moment on peut basculer dans ce qui pourrait apparaître comme une forme de dépendance qui serait préjudiciable à la liberté, une perte de liberté de parole et d'action. En quelque sorte, il y a des sociologues qui ont une belle formule, jusqu'où il faut accepter de se faire sous-traitante de l'impuissance publique et pallier les retraits de l'État. Et la formule parle bien ici.
En fait, c'est une vraie question, et c'est une vraie question qui interroge tout le monde et qui interroge en particulier le monde de l'humanitaire. Et là, je voudrais reprendre une autre expression d'un collègue anthropologue extrêmement connu, Didier Fassin, qui disait « l'humanitaire est contre les pouvoirs publics ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tout contre, on est adossé, voire on en est dépendant pour tenir debout, et qu'en même temps, on peut aussi être contre, c'est-à-dire il y a une possibilité de liberté, d'innovation, voire de construction dans l'opposition. Et toute la question, c'est de trouver l'équilibre. Et ce qui est important de rappeler, c'est qu'en fait, ce n'est pas nouveau. Cette complémentarité et cette tension, elles sont constitutives de notre modèle social français. Contrairement à ce qui s'est joué sur le terrain scolaire, on sait que les écoles se sont construites, l'école libre, gratuite, obligatoire s'est construite contre l'école privée. Sur le terrain social, les pouvoirs publics n'ont jamais renié les associations, n'ont jamais mis la société civile à l'écart. Au contraire, ils se sont toujours appuyés dessus parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient incapables de traiter tout seuls la question sociale, parce qu'ils savaient très bien que les associations, c'est une présence de terrain beaucoup moins coûteuse, beaucoup plus souple, beaucoup plus innovante et réactive. Et en fait, c'était un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, en fait, toute la construction de la protection sociale, de l'aide sociale en France, elle s'est construite par ce partenariat. Et la société civile a toujours été en amont des pouvoirs publics, parce qu'elle repère les problèmes, les dysfonctionnements et elle les fait remonter. Elle est en aval, parce qu'elle fait appliquer les lois et elle donne des conseils, l'accès au droit, etc. Et elle est dans les interstices parce qu'elle innove. Et quelle que soit la période qu'on regarde, en fait, tous les grands dispositifs sociaux sont créés par les associations, les asiles de nuit, le travail social à la fin du 19e siècle, tout ce qui est la lutte contre le mal logement, tout ce qui est la lutte dans les bidonvilles, dans les 30 Glorieuses, tout ce qui est ces grandes fédérations qui se sont créées. Vous n'êtes pas la seule grande fédération, on peut penser à l'UNIOPS, à la Fédération des acteurs de la solidarité, l'ancienne FNARS, qui se sont créées aussi après-guerre pour porter une voix face au pouvoir public. Et on peut parler dans les années 80-90 de qui a traité la question sociale, les distributions alimentaires, les centres d'hébergement, qui a réinventé toute l'urgence sociale, créé le SAMU social, les maraudes, etc. C'est les associations. Et donc, le message qui est derrière, c'est que vous avez l'impression d'être en position de faiblesse face au pouvoir public, mais en fait, vous êtes leur force. Sans la société civile organisée, il n'y a pas d'action de terrain en amont, en aval et dans les interstices. Merci Axel. Les centres sociaux, les tout premiers, sont nés à la fin du 19e siècle dans ce qu'on appelait la question sociale. Mémoire vive dans son excellent dépliant que vous avez chacune dans votre petite pochette de congressiste, explique que c'était pour restaurer les liens sociaux à ce moment-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait des grandes évolutions de la question sociale ou des questions sociales depuis la fin du 19e, le début du 20e, et tout particulièrement sur ce qui se passe depuis quelques années autour de la protection sociale et des politiques publiques de solidarité? Oui, alors c'est la question du sens. La question du sens, elle a deux sens précisément. C'est la signification, le pourquoi, et dans quelle direction. Et comment elle a évolué, cette question sociale. Quand vous êtes né, il y a 100, 150 ans, le problème, c'était la question ouvrière. C'était ces ouvriers qui étaient venus alimenter l'industrialisation, l'urbanisation, et qui pourtant étaient les exclus du progrès, qui croupissaient dans des taudis étroits, infects, pathogènes, qui étaient déracinés parce qu'ils venaient du monde rural, et ils étaient déracinés pour alimenter l'industrialisation et l'urbanisation, et d'où les conflits de classe. Donc ça, c'est le contexte de votre naissance, d'essayer de rechercher une voie d'intégration de ce monde ouvrier et de concorde entre les classes dans une société qui était disloquée. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, ce monde ouvrier, il a été intégré. Il a été intégré par l'école, il a été intégré par l'hygiénisme, il a été intégré par la protection sociale, assistentielle et assurantielle. Il a été intégré par la Première Guerre mondiale, l'unité nationale. Il a été intégré par le salariat, petit à petit l'augmentation des salaires et la salarisation hebdomadaire et puis mensuelle, un salaire régulier qui permettait aussi d'accéder à la consommation. Et il a été intégré par le temps libre, le repos, les loisirs. Et donc, au fur et à mesure du XXe siècle, ce qui disparaît, c'est la pauvreté des actifs, et il ne reste plus que la pauvreté des inactifs, les personnes âgées, les handicapés, etc., principalement. Et en fait, ce qui se joue
dans la crise, que j'ai entendu tout à l'heure, la crise depuis 2-3 ans, c'est pas vrai. La crise, en fait, elle dure depuis les années 70. C'est le chômage de masse, la précarisation de l'emploi, et depuis les années 70, on n'en est pas sorti. Et ce qui se joue, c'est le retour de la pauvreté des actifs. C'est ces jeunes qui peinent à s'insérer sur le marché du travail par une propédeutique de petits boulots. C'est ces familles monoparentales, c'est ces personnes d'origine immigrée qui sont victimes des durcissements, des fermetures de frontières et des fermetures des esprits. Et donc, ce qui se joue aussi, c'est non plus un accroissement de la protection sociale, comme on a pu le voir tout au long du XXe siècle, mais c'est un détricotage. C'est d'abord, depuis 1979 et constamment depuis, un détricotage de l'assurance chômage qui déverse les gens qui, avant, relevaient de l'assurance vers l'assistance. Et c'est aussi, depuis les années 2000, un détricotage, un durcissement de l'assistance elle-même, qui est devenue aide sociale, par ce regard dur qu'on porte sur les personnes en difficulté, par ces politiques d'activation, par ces conditionnalités, par ces discours de stigmatisation, de fraude, de lessistana, etc. C'est la fin de l'ascenseur social, c'est une égalité des chances qui est très mal menée, et donc c'est ça le sens des contextes que vous avez dû affronter et avec lesquels vous devez composer aujourd'hui cette exclusion de masse multiforme, et vous devez réparer ce lien social malmené, fracturé, et c'est une tâche qui est titanesque mais qui pourtant est absolument fondamentale. Peut-être en écho à ces propos, il me semble que ça fait vraiment miroir ce que vous évoquez avec les 3 valeurs que notre réseau porte, et on avait envie pour conclure de vous entendre là-dessus, ce sont les valeurs de dignité, de solidarité, de démocratie, qui ont peut-être plus que jamais leur place à travers tout ce que vous décrivez de cette évolution-là. Oui, et peut-être faut rappeler d'où elles viennent, parce que c'est 3 très grandes et très belles valeurs qui sont au centre de notre pacte social et que vous avez choisi pour boussole. Alors, la dignité, ça vient d'où? La dignité, elle n'est pas dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle n'est pas dans les constitutions des 4e et des 5e Républiques. La dignité, elle apparaît dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, suite aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Et elle n'est entrée dans le droit français qu'en 1998, dans la loi de lutte contre les exclusions, précisément portée par ATD Quart Monde, Agir tous pour la dignité. Et la dignité, c'est quoi? C'est de dire que sans elle, sans dignité, un humain, il est infériorisé, il est nié, il est animalisé. C'est pas par hasard qu'elle est née après la Shoah dans les grands textes. Ça veut dire qu'on doit tous être respectés, reconnus pour ce que nous sommes, pour ce qu'on peut apporter à la société, être protégés physiquement et psychiquement, et elle va profondément avec les valeurs de justice, d'égalité, de respect mutuel. La dignité, c'est permettre à l'autre de se réaliser comme individu en reconnaissant et en encourageant ses capacités, ses capabilités, pour parler comme Amartya Sen, comme individu libre et autonome. Et aujourd'hui, la dignité, elle est souvent bafouée. C'est la dignité des migrants dans leur parcours migratoire, c'est la dignité bafouée par les conditions de vie, de logement, de travail indigne, c'est la dignité bafouée par les stigmatisations sociales et politiques, par les discriminations, par la non-reconnaissance des capacités et par l'incapacité de la société à fournir un travail décent à chacun. Et donc la mission des centres sociaux, retrouver les voies pour restaurer ces dignités bafouées au quotidien, c'est fondamental. La solidarité, j'irai très vite parce qu'on doit en reparler tout à l'heure, la solidarité, ça vient de solide, solidus, c'est ce qui fait tenir ensemble une société. Sans solidarité, tout simplement, il n'y a pas de société. Et la démocratie, il y a 2 formes de démocratie. Il y a la démocratie élective, qui était la première. Elle s'est lentement forgée à partir de la Révolution française. Lentement, parce que d'abord, au XIXe siècle, elle était censitaire. Jusqu'en 1944, la démocratie, elle se faisait sans les femmes. Et puis, il y a eu une phase d'apogée de la démocratie, à la fois élective et participative, c'est la fin des années 70. Et dans ces années 70, l'abstention était à son plus bas, et on a vu une très grande vivacité des initiatives locales en particulier. Et depuis les années 80, qu'est-ce qui se passe? La démocratie élective, elle s'étiole. Elle s'étiole par l'abstention, elle s'étiole par l'affaiblissement des mécanismes parlementaires.
Et la démocratie parlementaire, eh ben, la démocratie participative, elle reste extrêmement vive, mais elle est quand même parfois un peu malmenée par le regard méfiant qu'on peut porter des fois sur les corps intermédiaires. Et le terrain local, et les centres sociaux en particulier, c'est vraiment le lieu fondamental de résolution de cette question sociale, de prise en compte du vécu des habitants, d'invention de solutions, de débat, de citoyenneté, de conscientisation, comme on disait dans les années 70. Et vraiment, l'enjeu, c'est de poursuivre et de réinventer cette forme de citoyenneté. Donc voilà, ces 3 valeurs fondamentales que vous avez choisies, c'est les bases du vivre ensemble, c'est celles qui articulent la question sociale par l'individu et par le collectif, c'est celles qui permettent de continuer d'avancer dans un sens progressiste, et c'est celles qui sont toutes les 3 aujourd'hui malmenées, mais qu'il faut continuer à parachever. Et donc voilà, je vous souhaite une très belle continuation pour les 100 années qui viennent, avec ces 3 années pour Boussole. Merci. Merci Axel. Dignité, solidarité, démocratie, on va aussi en parler durant ces 3 jours à travers énormément d'ateliers. Je crois qu'il y a 75 ateliers qui sont organisés. Vous allez participer et prolonger l'échange à un atelier tout à l'heure autour des questions de lien social et de solidarité. Et on va vraiment, à partir de vos pratiques, de vos réflexions, pouvoir creuser, continuer à creuser ces dimensions. Tariq, toi, à l'écoute depuis ce début d'après-midi et puis de ton parcours aussi, qu'est-ce qui te marque particulièrement dans l'histoire de notre réseau? Et puis un petit clin d'œil, qu'est-ce que ça fait d'avoir 100 ans? Ça fait du bien en fait, on est en pleine forme, donc tout va bien. Non, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque une fierté rétrospective vis-à-vis de tous ceux qui nous ont précédés, de tous ceux qui ont œuvré au développement du projet social. Ça, déjà, je pense que c'est important de le dire. Ça m'évoque aussi la simple idée, et ça répond à la question, ça fait quoi? On a 100 ans, mais on est toujours une idée neuve. Et donc, il faut qu'on en ait conscience et qu'on en soit fier, là encore. Et puis, c'est ce qu'a évoqué Axel sur cette tension entre le dedans et le dehors, qui est notre... je crois, la permanence de notre histoire, le contre et le tout contre, ce que vous évoquez. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui est passionnant et qui marque vraiment la tension au sein de notre réseau depuis 100 ans et qu'il faut qu'on travaille aussi à l'aune de notre futur projet fédéral dans la période. Merci. Alors normalement, c'est Isabelle qui posait la question qui suit. Mais elle est partie. Mais elle vient de partir. Bon. Mais c'est pas grave. Et moi, je l'ai la question. Tu l'as la question, on peut la faire. Pose-la. Voilà, quel lien on fait, quel lien tu fais entre notre histoire et les thèmes congrès, justice sociale, qui sont les thèmes qui nous ouvrent aujourd'hui ce congrès et dont on va parler durant 3 jours et peut-être les années à venir. Exactement. Merci Isabelle pour la question. Déjà, Axel a parlé de nos 3 valeurs. Nos 3 valeurs, en fait, l'image me venait quand j'y réfléchissais. Si on mélange, on met dans un shaker la dignité et la solidarité, ça fait la justice sociale. Et donc, en fait, notre congrès, démocratie et justice sociale, il est inscrit dans nos valeurs, en fait. Donc, déjà, tout simplement, c'est pas un truc nouveau. Alors, nos valeurs, elles ont été formalisées en 2000, donc c'est pas non plus nécessairement toute notre histoire. Mais c'est quand même important de se dire ça. Et puis, justement, je reviens sur ce que je disais sur la tension permanente entre le contre et le tout contre. C'est exactement le sujet de notre congrès. C'est comment on conscientise mieux cette posture délicate, mais sur laquelle, peut-être, on n'a pas toujours conscience de notre force, de la force dont parlait Axel. C'est-à-dire que sans nous, l'État n'est rien. Il faut quand même ne pas l'oublier. Donc, cette question... Oh
C'est joli. Ça, c'est pour les personnes qui sont levées tôt ce matin, qui commençaient à s'endormir. Désolée, pardon. J'ai ma voix qui me quitte, mais voilà. Ouais. Et donc, justement, ça nous oblige aussi à réfléchir sur la question de la répartition entre palliatif, curatif, préventif. Comment on répartit nos actions, on répartit nos forces. C'est vrai que avec les urgences sociales qu'on a dans la société aujourd'hui, la question de l'accès aux droits nous pompe notre énergie, alors qu'il y a d'autres enjeux fondamentaux et voilà, c'est aussi un des sujets à mettre au travail. Voilà, et puis peut-être en dernier, c'est cette question qu'évoque aussi Axel dans l'évolution des approches collectives, enfin l'individualisation des choses et la destruction de l'État social. Reposer ensemble les questions essentielles de justice sociale, ce n'est pas seulement nécessaire, c'est vital en fait. Donc voilà les trois raisons au moins pour lesquelles il y a un lien évident entre les choses. Merci Tariq. Merci Axel. Est-ce que tu as retrouvé ta voix, Isabelle? Merci, oui, je crois qu'elle est revenue. Eh bien, avant qu'on ne clôture cette plénière, on a parlé tout à l'heure dans le spectacle de cette troisième étape, avec notre charte, nos valeurs, et puis le précédent congrès autour du développement du pouvoir d'agir des habitants, qui a eu lieu à Lyon en 2013. Donc, avant qu'on clôture, on voulait faire un clin d'œil particulier à 4 personnes qui ont tout particulièrement œuvré pour la préparation, le déroulement de ce congrès, qui ont œuvré à l'élaboration du projet actuel. Voilà, cet élan d'il y a 10 ans à Lyon, il nous porte encore. Et on voulait donc en tout premier saluer Pierre Garnier, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous regarde depuis chez lui, qui nous salue, toutes et tous. Il nous envoie son coucou. Et puis saluer aussi, je ne sais pas si on peut avoir un peu de lumière sur la salle, les 3 autres personnes sont parmi nous normalement aujourd'hui. La première personne, c'est Solange Boucher, qui était référente congrès à Lyon, qui a énormément porté cet élan de 2013. Et puis, les 2 dernières personnes sont Claudie Miller, qui est devenue présidente de la fédération à ce moment-là, en 2013, à qui Pierre a passé les clés sur scène le dimanche, et François Vercouter, qui était délégué général aussi, et qui a porté l'intuition et le développement de ce précédent projet. Merci beaucoup.